Vous écoutez Bretagne 5, c'est la matinale, on est là jusqu'à 9 h, mais pour le moment il est 8 h 14. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et avec cette petite poignée de secondes d'avance, nous accueillons Éric Laurent, président de Renaissance Côte-d'Armor, pour l'interview politique de la matinale. Il est avec nous en direct, il est venu du Trégor, il a l'habitude désormais. Merci infiniment d'être avec nous ce matin, bonjour. Bonjour Stéphane Hamon, bonjour à tous les auditeurs, et enfin toutes les auditrices et les auditeurs. Je vais respecter l'ordre des choses nécessaires. On essaie de respecter la parité, même dans nos auditrices et nos auditeurs. On va parler, Éric Laurent, des européennes avec une tête de liste, Valérie Hayé, et toujours des intentions de vote qui sont à la hausse pour le Rassemblement national. On les estime aujourd'hui entre 28 et 31% selon les sondages, sur fond de défiance vis-à-vis de l'Europe. J'imagine que c'est une inquiétude du côté de Renaissance, ces votes possibles pour le RN. Alors, d'abord, il y a une chose dont on se félicite, c'est d'avoir réussi un très beau meeting de lancement de campagne il y a une quinzaine de jours maintenant à Lille. J'y étais avec une délégation de militantes et de militants des Côtes-d'Armor. Nous étions 4000 personnes pour le lancement de campagne avec notre tête de liste, Valérie Hayé. Ça a été un très beau moment. Et nous avons là, en tête de liste, une personne, Valérie, qui l'a dit. Elle est issue d'un milieu agricole. Ses parents sont dans le domaine de l'agriculture. Je crois qu'elle a sa sœur aussi. Voilà. Donc c'est un métier, ce sont des métiers en pleine crise agricole, ce sont des métiers qu'elle connaît bien. Et l'enjeu de l'agriculture au niveau de l'Europe. Valérie, ça fait 5 ans qu'elle est députée européenne, elle a fait un beau parcours, elle est présidente du groupe Renew à Bruxelles aujourd'hui, puisque Stéphane Séjourné ne siège plus, maintenant qu'il est ministre des Affaires étrangères. Valérie, nous la connaissons bien, je la connais bien, nous l'avons reçue dans le Trégor, puisque vous citiez le Trégor d'où je viens, nous l'avons reçue l'année dernière. Elle est venue visiter 2 belles entreprises autour de la fibre optique, quand même une technologie qu'on maîtrise bien dans le Trégor. Voilà, c'est quelqu'un qui a toutes les capacités, les compétences et la volonté pour conduire la liste de la majorité, avec le MoDem, avec Renaissance, avec Horizon. Et puis il se dit que l'UDI devrait nous rejoindre, donc on aura un spectre de mouvements de centre-gauche, centre-droit très large. Et puis on est à près de 3 mois de l'élection, donc les sondages aujourd'hui et la réalité des urnes le 9 juin seront totalement en écart. Voilà. Nous faisons campagne, nous avons démarré, voilà, nous avons tout le matériel nécessaire, les affiches, les tracts, on fait du porte-à-porte, ça a démarré ce week-end partout en France. Voilà, les militantes et les militants de la majorité présidentielle sont au travail pour porter le projet que nous allons avoir très prochainement, le projet pour les 5 années qui viennent. Et la question, elle est de savoir, on veut plus d'Europe ou est-ce qu'on ne veut plus d'Europe? Voilà la question qui est posée à ces élections du 9 juin prochain. Alors, question qui se pose, puisqu'on parle aussi d'Europe fédérale aujourd'hui, celle des régions, l'Europe des régions revendiquée par nombre de citoyens français, alors que le président de la République a entamé le processus d'autonomie de la Corse. La Bretagne revendique aussi ce statut par la voix de son président, Loïc Chenet-Girard. Est-ce la fin de l'État central, la fin du jacobinisme et j'ajouterais aussi le début d'une crainte, d'une peur peut-être de certains Français de voir une disparition programmée de la France au profit d'une Europe toute puissante? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. La première, des discussions sur le statut. On ne connaît pas encore véritablement, mais le statut pour aller vers une certaine forme d'autonomie de la Corse avance. Gérald Darmanin est au travail et encore cette semaine, il y avait des rencontres. Ça progresse, ça avance. Quelle sera la nature des compétences de plein droit qu'exercera l'Assemblée de Corse ou qu'exercera la Corse? En tout cas, il y a des missions régaliennes qui relèvent de l'État, qui vont continuer à être exercées par l'État. C'est l'objectif. Hein. La sécurité, la justice, voilà, il y en a un certain nombre. C'est pas de l'indépendance, finalement. Non, on ne va pas vers une indépendance totale. C'est pas du tout l'objectif. Mais les Corses revendiquent la possibilité
d'être plus acteurs dans leur vie. Et je crois que les Bretons le revendiquent aussi depuis un certain moment. Alors que Loïc Chenet-Girard s'en soit emparé dès que les discussions ont commencé sur la Corse, ça ne me surprend pas. De même, nous avons une certaine idée de plus de liberté, de plus, quand je dis d'autonomie, c'est de capacité à faire émerger des projets du territoire, d'avoir plus de liberté d'initiative, plus de liberté d'innover dans notre organisation. Et voilà, moi il me semble qu'après la Corse, il faudra bien s'intéresser un moment ou à un autre à la Bretagne, et on en discute régulièrement. C'est un vrai sujet que... plus de compétences pour les territoires, plus de compétences pour les régions. L'État détient beaucoup de compétences, on s'en aperçoit, on voit que dans tous les mouvements qui s'exercent en profondeur, comme ça en France, il y a une revendication à avoir plus de capacités en local. Et je pense que c'est des capacités d'organisation, d'innovation, voilà, pour créer, innover, pour s'organiser différemment et être aussi, surtout, plus efficace. Que la question, c'est l'efficacité en proximité. Et chaque territoire est différent, finalement, que ce soit la Corse, la Bretagne, l'Alsace, l'Occitanie. Alors, voilà, quand on regarde la géographie de la France, et je pense à nos collègues aussi Français d'outre-mer, qui ont... la Guyane, elle a ses spécificités avec ses problématiques d'être dans cette partie du sud de l'Amérique. Les îles ont leurs problématiques. La Corse, c'est une île, elle est décalée du continent, donc il y a une problématique particulière. Et puis la Bretagne, voilà, elle a aussi une géographie qui est particulière. Elle a un littoral très important. Elle est située totalement à l'ouest. Quand vous me citiez quand on regarde du côté de l'est de la France, l'Alsace, c'est un sujet différent. L'Alsace, elle est au cœur de l'Europe. Elle est au cœur de l'Europe. Avec Strasbourg. Avec Strasbourg, le Parlement. S'il en est. Voilà. Et de même que Lille est au cœur de l'Europe. C'est ce que Gérald Darmanin a commencé par dire dans son discours il y a 15 jours, quand nous étions pour le lancement de campagne. Il a simplement dit, ce serait bien que les élus RN descendent du TGV quand ils vont à Bruxelles, quand ils passent par Lille. Nous, on est là. Nous, on est un territoire qui vit. On est un territoire au carrefour de l'Europe. Et sans l'Europe, la vie à Lille serait totalement différente. Totalement différente. Lille est complètement immergée dans l'Europe. Voilà, donc... Il y a cette défiance, j'en parlais en commençant, Éric Laurent, cette défiance vis-à-vis de l'Europe. Alors, on a un contexte particulier, on va y revenir, mais cette défiance, effectivement, de la part du RN, ou peut-être de Reconquête également, on le voit un petit peu partout en Europe. Est-ce que c'est un mouvement de fond, ou est-ce que c'est un épisode que l'Europe va devoir vivre? Ça dépasse l'Europe, puisqu'il suffit de regarder de l'autre côté de l'Atlantique ce qui se passe. Évidemment, les États-Unis, avec le retour possible de Donald Trump. Voilà, on a les populistes qui prennent de la place de plus en plus depuis des années, qui progressent dans l'opinion publique, dont les thèses simplistes. En France, le RN, il surfe sur la peur. Et alors, je ne parle pas de Reconquête. Je ne vais même pas parler de Reconquête, ça ne vaut pas le coup. Mais des oppositions, des partis politiques qui ne progressent, qui ne vivent que sur la peur du grand déclassement, la peur de la submersion, migratoire, voilà, du vocabulaire. Le grand remplacement, voilà le vocabulaire utilisé. C'est un vocabulaire de terreur, c'est un vocabulaire de peur. Ces partis ne proposent rien, ils font peur et ils vivent sur la peur. Nous, le slogan de notre campagne, c'est « Besoin d'Europe ». Besoin d'Europe. On n'est pas à la veille d'une Europe fédérale, c'est pas ça. L'objectif, c'est pas que la France perde de ses prérogatives, de sa capacité à s'organiser. La France fait partie de l'Union européenne, elle est un des pays créateurs de la communauté économique du charbon et de l'acier. C'était il y a longtemps, ça. Ça va nous rajeunir. Ça va nous rajeunir 5 ans après la fin de la guerre. Les pères de l'Europe ont souhaité, entre l'Allemagne et la France, créer quelque chose. L'acier, c'est la composante inhérente, indispensable pour l'armement. Quand on a commencé à mettre ça en commun, on n'a plus trop pensé à se faire la guerre, c'était plus l'objectif. Voilà. Et aujourd'hui, des années après, les échanges Erasmus, les échanges que l'on a, l'ouverture des frontières, font que, et je citais Strasbourg, qui est au cœur de l'Europe, mais on va en Allemagne, on va en Belgique, voilà,
Donc cette Europe, elle vit, cette Europe, elle a un cœur. Ce cœur, c'est la volonté de faire ensemble et d'exister. L'Europe est le plus grand marché ouvert au monde. L'Europe, c'est 450 millions d'habitants. La France, c'est 67 millions. 1% de la population mondiale. Alors, il est difficile de rayonner et d'exister quand on pèse 1%, mais quand on est dans un cœur de 450 millions d'habitants au milieu de 7-8 milliards d'habitants, et dans le plus grand marché, où nous avons toute notre place. Et l'objectif, c'est de travailler, de vivre ensemble, de faire prospérer cette grande Europe. Et notre slogan, c'est « besoin d'Europe », et ça peut se décliner très facilement. Le besoin, c'est quoi? C'est une Europe qui protège. Une Europe qui protège. Il y a des peurs aujourd'hui, et on va parler de la guerre en Ukraine. On va y venir, oui, dans quelques instants, j'imagine bien. Une Europe qui protège. Je reviens sur ce qui s'est passé ces dernières années. Les 5 années pendant lesquelles les parlementaires du groupe Renew, de la majorité présidentielle, ont siégé et ont fait progresser l'Europe. On a transformé l'Europe en 5 ans avec un fort engagement du président de la République, Emmanuel Macron, qui a exercé pendant 6 mois la présidence de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on a connu? Le Covid. La Covid. On a mutualisé les achats de médicaments. Si nous n'avions pas fait ça à la maille européenne, c'était la surenchère entre pays européens et entre pays du reste du globe. Et donc les plus riches, les plus affûtés, les plus audacieux, les plus manœuvrants, je ne sais pas quoi. Les plus débrouillards, peut-être. Peut-être, avec une connotation derrière débrouillard, auraient acheté en priorité les vaccins. L'Europe a été le premier continent primo-vacciné. 2,5 milliards de doses de vaccins ont été achetées et l'Europe a été protégée. Derrière, il y avait un souci, l'économie n'avait pas tourné pendant plusieurs semaines, elle était au ralenti, au risque de... En France, on a fait le quoi qu'il en coûte, de manière à entretenir l'économie. En Europe, il y a eu un plan de relance de 750 milliards d'euros, une dette mutualisée. C'était une première, le Covid, le plan de relance. Et puis, une fois que ça a redémarré en fin 2021, on arrivait début 2022, qu'est-ce qui s'est passé? Vladimir Poutine, a eu envie d'augmenter la taille ou de repartir vers la grande Russie historique de ses rêves. Donc il a envahi l'Ukraine, ce qui ne s'était pas vu depuis la fin de la guerre en Europe en 1945. La guerre est revenue en Europe, aux portes de l'Union européenne. L'Ukraine est voisine de plusieurs pays de l'Union européenne, notamment de la Pologne. Je crois qu'aujourd'hui, les Polonais, ils n'ont pas envie du retour de Poutine. D'ailleurs, on parlait des populistes il y a quelques instants. Les populistes du PIS qui étaient au pouvoir ont été chassés par les Polonais parce qu'ils ont essayé. Et ils ont vu ce que c'était. La restriction des libertés. On commence à attaquer la presse. C'est comme ça que ça marche en Russie. La presse est complètement jugulée. Les juges sont à la main du pouvoir politique. Il n'y a plus de liberté. Et donc, les Polonais y ont goûté un moment à ça. Et Donald Tusk est revenu, et Donald Tusk est un Européen convaincu. Voilà, donc l'enjeu de ces élections, pour nous, c'est plus d'Europe. Ça ne sera pas plus d'Europe. Mais ce sont les élections les plus importantes depuis qu'on vote pour le Parlement européen en 1979, je crois. Voilà, ces élections, alors nous allons nous battre, millimètre par millimètre, porte par porte, pour aller convaincre nos concitoyens de voter pour notre liste, parce que nous voulons plus d'Europe, nous voulons une Europe qui protège, une Europe où l'industrie fonctionne face à la Chine, par exemple, qui envoie en Europe ses produits manufacturés largement subventionnés par le pouvoir chinois. Et donc, il y a une distorsion de concurrence. Voilà des éléments très concrets. Alors, on parlait des grandes peurs. À l'instant, vous faisiez allusion, Éric Laurent, à ce contexte, à cette guerre en Ukraine, aux portes de l'Europe, effectivement, tout proche de nous. Cette guerre en Ukraine, alors que Vladimir Poutine vient d'être reconduit pour 6 ans à la tête de la Russie. Et Vladimir Poutine, qui depuis un certain temps pointe la France dans ses discours. Alors, je pourrais un petit peu aller plus loin en disant, est-ce que Emmanuel Macron, le président de la République, a-t-il eu raison finalement d'évoquer l'envoi possible de troupes au sol en Ukraine, outre le fait que ça a créé une division politique en France et une interrogation dans l'opinion publique, il y a cette réponse du Kremlin qui fait parfois un petit peu froid dans le dos, il faut bien le dire. Bon, Vladimir Poutine a pour habitude de pratiquer un discours guerrier,
et puis il est capable d'associer des actes à son discours. Vladimir Poutine tue ses opposants dans son pays. Voilà, il est clair qu'Alexandre Navalny, qui était revenu en Russie parce qu'il a eu un courage extraordinaire, a été accusé de ne pas avoir satisfait à son contrôle. Il était en Allemagne, il avait été victime d'une agression dont on sait très bien qui l'avait agressé pour le tuer, le distributeur de polonium. Voilà, donc Alexandre Navalny était gravement malade, il a été soigné en Allemagne, et comme il ne s'est pas présenté pendant ce temps-là à son contrôle en Russie, quand il est rentré en Russie, voilà, ils l'ont arrêté parce qu'il n'avait pas respecté son contrôle. Et puis il a fini dans une geôle au fin fond de la Sibérie, dans le pire conditions de détention et d'inhumanité. Et il est mort dans quelles conditions, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça revient à dire Vladimir Poutine a tué son opposant principal. Alors il y a eu des élections, tout le monde l'a vu, avec des pantoches à côté de lui. Voilà, les urnes sont bourrées. Enfin bon, les citoyens vont voter parce que les employeurs de la fonction publique les obligent à justifier qu'ils sont allés à la manifestation ou au bureau de vote. Bon, allez, on va arrêter le constat, on le connaît. Alors Vladimir Poutine, voilà, il joue... J'ajoute que le président de la République française n'a pas félicité Vladimir Poutine. Et il a bien fait. On ne félicite pas un tyran ou un despote. On ne félicite pas quelqu'un qui agresse un pays libre. Et aujourd'hui, le problème que l'on a, c'est Vladimir Poutine. Et Emmanuel Macron a tout essayé au début du conflit en 2022 pour essayer de ramener Vladimir Poutine vers une position moins guerrière. Longtemps, il a entretenu une relation, il l'a eu au téléphone, aujourd'hui c'est coupé, les liens sont coupés, et aujourd'hui... Il y a eu un travail diplomatique assez intense. Aujourd'hui, notre soutien à l'Ukraine, il est indéfectible. Oui, le président a eu raison de dire que toutes les options restaient ouvertes. C'était au sortir d'un sommet qui s'est tenu le 27 février, je crois, à Paris. Alors ça a soulevé un tollé en France, bien sûr, parmi les oppositions. Une peur, forcément. Une peur entretenue par des partis politiques qui, quand même, ont un lien avec Vladimir Poutine assez important, ou qui ont une bienveillance vis-à-vis de Poutine, qui ne condamnait pas... on va le citer, le RN n'a jamais voté pour les sanctions contre la Russie au Parlement européen. Voilà, donc chacun choisit son camp. Et on sait quel camp le RN a choisi, notamment avec Thierry Mariani, qui était un observateur du vote en Crimée, du référendum en Crimée d'annexion. Voilà, et Thierry Mariani était sur Public Sénat, remplaçant, en remplacement de Jordan Bardella la semaine dernière pour la première confrontation entre les candidats. Oui, le président a eu raison. Après, ça a été expliqué. Un certain nombre de partenaires européens ont peut-être été surpris, mais on voit jour après jour, semaine après semaine, que nos partenaires européens considèrent que ce que le président Emmanuel Macron a dit est juste, et c'est la juste ligne qu'il faut tenir face à Vladimir Poutine. Si l'envoi de troupes évoqué n'est pas l'envoi de troupes combattantes, c'est pas ce qui a été évoqué, même si le président... Troupes au sol, c'est vrai, ça mais tout de suite troupes au sol, l'imaginaire. mais on sait très bien que les Ukrainiens bénéficient déjà de larges soutiens d'un certain nombre d'armées européennes, et ils ont besoin de ce soutien. Ils ont besoin de maintenance, ils ont besoin d'aide au déminage, ils ont besoin d'approvisionnement en armes, ils ont besoin d'une arrière-ligne qui les soutient, puisqu'ils sont au combat et ils sont en difficulté. Une forme d'intendance et de formation, finalement. Mais la formation aujourd'hui d'un certain nombre de combattants ukrainiens, elle est faite en Pologne. Demain, peut-être, je ne sais pas, les hypothèses, c'est peut-être il faut la faire au plus près du terrain, et peut-être il faut le faire en Ukraine. Mais voilà, le président de la République et le chef des armées, il est dans son rôle quand il tient ce discours. Et le discours de fermeté, c'est le seul discours que Vladimir Poutine entend. Voilà. Avec quand même, toujours et encore... le fait que Vladimir Poutine brandisse la menace nucléaire, la fameuse menace nucléaire. Oui, bien sûr, ce n'est pas à prendre à la légère, mais est-ce qu'on a le droit de laisser un État qui a été agressé, un État qui est libre et souverain, qui a été agressé, est-ce qu'on a le droit de le laisser dans la difficulté? Il est dans l'Europe, il souhaite
intégrer l'OTAN, ils souhaitent intégrer l'Union européenne, ça prendra du temps, mais ils partagent nos valeurs, même s'il y a des difficultés, même si il y a eu des choses en Ukraine qui sont compliquées, même si au niveau agricole, ça interpelle, parce qu'on a bien vu dans les manifestations agricoles, l'Ukraine, c'est le grenier à grains du monde. 80% des céréales produites sont produites en Ukraine. Si Vladimir Poutine met la main là-dessus, on verra à quel prix il vendra les céréales demain. Et on sait très bien que tout le bassin méditerranéen est énormément consommateur. C'est l'aliment premier, le céréal, sous toutes ses formes transformées après. Donc son but, c'est de reconstituer progressivement la Grande Russie, il ne rêve que ça. Et puis son but, c'est de lutter contre l'Union européenne. Parce qu'il ne considère que peut-être nous sommes trop gros, peut-être on est en face de lui, nous sommes un certain nombre de pays de l'Union européenne qui sont dans l'OTAN. Là encore l'ennemi finalement. Mais l'ennemi, voilà. Donc il se comporte. Nous, on n'a pas d'ennemi. En ce moment, il y a un adversaire à l'Ukraine qui est la Russie, mais nous n'avons pas d'ennemi en Europe. C'est le défi de demain, justement, que nous montre, le défi européen, j'entends, que nous montre la guerre en Ukraine aujourd'hui. Défi de la défense, défi économique, c'est effectivement défi des valeurs, on pourrait le dire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a besoin de plus d'Europe et pas de plus d'Europe. Ensemble, nous sommes solides, nous sommes solidaires. On voit très bien que pour soutenir l'Ukraine, on monte des coalitions dans plusieurs domaines militaires. Et il y a une première coalition où ils ont besoin, c'est les obus. Quand l'Ukraine tire un obus, les Russes en tirent 10, 15, 20 ou 30 aujourd'hui. Donc c'est la difficulté. Mais l'Europe, un certain nombre de pays européens, nous avions oublié la guerre. Alors nous avons une industrie de défense en France qui est solide. On est sur 2022 ou 2023 le deuxième exportateur mondial d'armement, avec les avions Rafale, avec les canons César qui sont appelés de leur vœu par l'Ukraine, parce que ce sont des objets très efficaces. Et puis on voit qu'on a un mode de guerre qui est totalement différent de ce qu'on imaginait. Une guerre comme ça, de position, presque de tranchée, à coups d'obus. Et donc voilà, il faut transformer, il faut accélérer notre industrie de défense. Il faut les relancer, il faut que chaque pays d'Europe consacre une partie de son budget à la défense, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, en tout cas tant que la Russie aura cette agressivité vis-à-vis de ses voisins. Économie de guerre, le mot a été lancé par le président de la République, par le Premier ministre Gabriel Attal. Et économie de guerre, ça présuppose aussi des moyens. On voit que la loi de programmation militaire a été très abondée. En France, au cours des 2 quinquennats d'Emmanuel Macron, on a augmenté considérablement le budget de la défense, on a augmenté considérablement le budget de la justice, voilà les missions régaliennes, qui nous ramènent à une conversation au début, l'État c'est quoi au milieu des régions par exemple. On a augmenté le budget de la santé, on a augmenté le budget de l'éducation nationale, et néanmoins il y a encore des difficultés. On a une industrie d'armement qui a des capacités de production qu'il faut multiplier. Mais multiplier, c'est bientôt ouvrir des usines, c'est du personnel formé. Et on regarde que dans certains métiers, ils sont très en tension, et que les personnes formées, il n'y en a peut-être pas assez. Donc voilà, c'est toute une mécanique, c'est toute une organisation qu'il faut mettre en route, aussi bien à la maille de la France qu'avec nos pays européens, voire plus loin, puisque je crois que on a des discussions, je le disais même avec la Corée du Sud, qui est prête à fournir des obus de 155 mm, je n'ai pas de connaissances militaires particulières, mais j'ai lu, c'est le diamètre de l'objet. Voilà, et eux, ils ont ce type d'obus. Avec aussi une autre guerre, celle qui peut se passer dans l'espace, et dans l'espace cyber, on en parle beaucoup aujourd'hui. Depuis quelque temps, il y a eu pas mal d'attaques. Il y a eu une attaque très récente contre un certain nombre de sites gouvernementaux. C'était la semaine dernière, je crois. On sait que ça vient de hackers russes. Bon, on n'est plus surpris. Mais la guerre, on l'appelle aujourd'hui la guerre qui est faite contre l'Ukraine, c'est une guerre hybride. Il y a une guerre sur le terrain, il y a une guerre de désinformation, de déstabilisation. On parlait des fake news. Bien sûr, en Russie, c'est que de la désinformation. D'abord, c'est l'Ukraine qui était le grand Satan, si je peux prendre une expression qui a été utilisée par ailleurs. Mais l'Ukraine, c'est des nazis. L'Ukraine nazie, voilà ce qu'a dit Poutine pour y aller. Et vous avez une partie, vraisemblablement, des Russes qui y croient.
Et puis, vous avez un certain nombre de sites, d'utilisateurs Twitter, X aujourd'hui, qui ne sont que des faux comptes russes et qui propagent plein de contre-vérités, plein de fake news, qui propagent n'importe quoi. Le tout, c'est de déstabiliser. On sait que dans les dernières élections, les élections présidentielles, elles ont été perturbées. Les élections américaines, au même titre, on le sait, et on sait très bien que les élections qui se produiront le 9 juin, elles sont potentiellement des objets d'attaque, de désinformation, par la Russie dans sa guerre hybride qu'il mène à l'Europe. Voilà, désinformation et puis attaques également qui peuvent aller très loin depuis des années. On va parler d'une fake news qui j'allais presque dire, traîne dans les rédactions. On le voit sur les réseaux sociaux depuis des années. Fake news qui touche en particulier Brigitte Macron, l'épouse du président de la République, avec cette volonté de déstabilisation en touchant à l'épouse du président dont on dit qu'elle est transsexuelle. Alors évidemment, il faut en parler parce que c'est quand même... quelque chose d'assez, alors j'allais presque dire surprenant, je ne sais pas comment on peut dire. Vous faites bien de le soulever, vous faites bien, Stéphane, vous faites bien de le soulever. C'est vraiment l'exemple type de la pire des cochonneries. Je serais tenté de dire un autre mot ou d'autres mots. La parole est libre. Oui, mais je ne veux pas être grossier, mais je vais rester à cochonnerie qui peut circuler sur les réseaux sociaux, qui peut être entretenu par des complotistes, alors des complotistes de tout niveau qui vont de l'antivac à la désinformation, qui vont porter de la désinformation russe, voilà, donc on attaque à la personne. Je pense à Brigitte Macron et je pense à Emmanuel Macron. Quand on lit ou qu'on voit se propager ce genre d'informations, c'est les pires des cochonneries, c'est le fond de cuve qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. C'est même pas du niveau caniveau, c'est en dessous du niveau caniveau, c'est du tout à l'égout. Donc voilà, ce sont... mais c'est le genre de choses auxquelles on est exposé. On voit, je viens de citer Twitter X, on voit les propos qui sont tenus depuis des années sur ce réseau social. Moi, j'ai un compte Twitter, je l'utilise, mais jamais je mets un mot grossier, je suis toujours dans le respect de la personne, et j'ai toujours mis mon nom. J'ai pas un pseudo. Après, quand on regarde... tous ceux qui colportent des trucs comme ça, vous regardez le nombre d'abonnés, voilà, on a compris, voilà, 3 abonnés, on sait que c'est un faux compte, c'est sur le nombre finalement. Mais ça contribue à faire le bruit et à colporter le hashtag qui est voulu, le mot-clé qui est voulu sur Twitter, et donc c'est comme ça qu'on lance une polémique. On y met un mot-clé, certains comptes le reprennent, et ça devient une tendance sur Twitter. Voilà, donc... je considère que c'est absolument dégueulasse, ces propos, voilà, j'utilise un autre mot, qui sont tenus concernant Brigitte Macron et bien sûr Emmanuel Macron. Voilà, fermez le banc, il n'y a rien de plus à dire. C'est soutien total à notre président et à son épouse. Voilà, mais il fallait en parler ce matin, parce qu'on est interrogé aussi par les auditeurs qui se demandent pourquoi ces rumeurs, pourquoi on colporte tout ça. Mais ça fait partie de toute la désinformation et de toute cette guerre hybride qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut utiliser tous les canaux, pour tenir l'espace médiatique quelque part et soulever des polémiques, porter des sujets dont on veut qu'ils soient sur le haut de la pile. Voilà, sujets qui ne sont pas évidemment les plus importants, on l'aura compris. Il nous reste 30 secondes. J'aurais voulu qu'on parle de l'Europe sociale. On n'aura pas le temps, malheureusement. Mais vous allez revenir, évidemment, Éric Laurent, parce que cette séquence des élections européennes va nous conduire jusqu'au 9 juin. Bretagne 5 va suivre, particulièrement au mois d'avril. On va plus parler d'Europe sur notre antenne. L'Europe sociale, elle est à construire aujourd'hui, urgemment. Il y a eu des avancées dans le mandat qui vient de s'écouler. Il y a eu des travaux qui ont été faits au niveau du SMIC par pays. Voilà, donc il y a eu des avancées sur l'Europe sociale. Il y a un certain nombre de choses à faire. Mais on sait très bien qu'entre des pays de l'Ouest et des pays de l'Est, rappelons que les pays de l'Est, ils viennent du bloc soviétique. Donc ils ont eu des transformations importantes à mener chez eux. Ils ont été accompagnés financièrement par l'Union européenne pour faire ces transformations. Voilà, donc l'Europe sociale, il y a encore des choses à faire, nous le savons. Alors on en reparlera, c'est promis, parce que là, il nous manque un petit peu de temps. Éric Laurent, merci d'être venu ce matin en direct au micro de Bretagne 5. Je rappelle que vous êtes président de Renaissance Côte d'Armor. Je vous souhaite une très belle journée. Merci et bonne journée à toutes et tous. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.